le manoir commence dans une grotte. Un homme, haletant et paniqué, se demande comment il a pu en arriver là. Il explique d'abord à quel point il déteste son père et comment il a toujours espéré sa mort. Et aujourd'hui, c'est enfin arrivé. Il est mort d'une crise cardiaque. Son père était un criminel. Son père était un coureur de jupons. Et, bien sûr, il était aussi extrêmement avide. Il était tout cela, mais surtout une source de problèmes pour le protagoniste. Pourtant, il a fait une bonne chose pour lui avant de mourir. On voit l'homme dire qu'il a fini de nettoyer et se demander si son père savait qu'il allait bientôt mourir. Mais il décide que cela n'a plus d'importance et qu'il ne devrait pas s'en soucier. Il dit que, tandis que la lumière du soleil matinal filtre à travers ses rideaux, il voit dehors les travailleurs se rendre au travail, mais lui, il peut rester là, tranquille, à boire son café. Il commence à parler de son père, disant qu'il est un NEET, ni en études, ni en formation, ni en études. Je suis sûr que tout le monde sait ce que c'est. Et minuit 55 l'intervenant, il dit qu'il ne s'attendait pas à ce que son père ait caché une fortune d'environ 3 millions de dollars. Il dit que son père n'était devenu grand qu'après sa mort. Maintenant, il peut faire tout ce qu'il veut, acheter une maison, une voiture, des femmes. Il a une petite liste. Mais ces choses-là ne l'intéressent pas. La sonnette retentit et il dit, c'est là. Avant que le livreur n'ait pu dire un mot, le colis est emporté à l'intérieur. L'homme se jette sur son lit en criant « Youpi » et en expliquant qu'il a commandé des choses pour la chambre de ses rêves. Il s'est fait 3 vœux, ne pas travailler, ne pas avoir d'amis et ne jamais se marier. Il dit que le travail est le pire et qu'il sait que cela fait de lui une mauvaise personne, mais il s'en fiche. Avoir des amis signifie une compétition constante pour se surpasser les uns les autres. Et puis il y a le mariage, le vœu de passer le reste de sa vie avec la personne qu'on aime. Et on apprend que son père, qui louche, s'est marié 12 fois, et il ne veut pas répéter les erreurs de son père. Il veut juste jouer à des jeux vidéo en se relaxant dans son lit. Et elle dit qu'il est temps de jouer aux jeux qu'il a terminés et qu'il les finira tous à 100%. 2 mois plus tard, l'écran de fin apparaît et il annonce que Dungeon Attack est terminé. Sa chambre est maintenant dans un état lamentable et il se demande à quel jeu jouer ensuite, lorsqu'une notification apparaît à l'écran, un nouveau message. Il est surpris car il n'a ajouté personne. C'est un message des créateurs qui le remercient d'avoir joué. Il leur dit qu'ils ont dû y consacrer un nombre incalculable d'heures et les complimente, puis voit qu'ils lui demandent de répondre à un sondage. Curieux, il s'exécute. On lui demande s'il préfère les filles mignonnes ou les filles plus mûres. Il se demande pourquoi cette question est pertinente, et on ne voit pas sa réponse. Ensuite, on lui demande s'il prend du plaisir à frapper les gens ou à en recevoir. Il s'exclame « PFF ». Puis, au fur et à mesure qu'il remplit le sondage, il est bombardé de questions sans rapport avec le jeu. Il dit que c'est glauque et qu'il ne veut plus rien faire. Puis la fenêtre lui demande s'il sait comment le monde finit. Il répond, bien sûr, puisqu'il a terminé le jeu. La fenêtre lui demande alors s'il peut changer le cours des choses. Il est encore plus mal à l'aise, puis comprend de quoi il s'agit. Tant pis, se dit-il, c'est forcément une arnaque, et bientôt on va me demander de l'argent. Il se dit qu'il ne peut faire confiance à rien. On aperçoit un cafard sur son sol, mais lui, en le voyant, commence à paniquer. Il entend un clic et réalise qu'il a appuyé accidentellement sur la manette. Il sélectionne « Oui » par inadvertance et son écran se met à briller, l'aveuglant. Il se couvre les yeux de ses mains et disparaît comme par magie, quittant sa chambre à l'odeur de renfermé. Il se remet à halter et se demande ce qui s'est passé en regardant ses mains. Il réalise rapidement que ce ne sont pas les siennes, puis il ressent une douleur aiguë et tombe à genoux. On entend un homme dire « Dites-moi où se trouve le trésor ». Et s'il ne répond pas, ils deviendront sérieux. Il se moque de lui en disant « Oh, Seigneur démon ». L'homme dit que c'est ainsi que sa nouvelle vie horrible a commencé. Il se demande de quel trésor il parle et pourquoi il l'appelle Seigneur démon. Il se demande s'il parlait vraiment de lui et où il est. Il y a 10 types avec lui dans la grotte et il se demande vraiment ce qui se passe. Il dit qu'il jouait à un jeu, mais il ne se souvient plus exactement à quoi. Mais il dit que ce n'est pas le moment. Il a mal partout. On voit que sa jambe est tordue comme un bretzel. Je suis sûr qu'il va s'en remettre. La douleur est insupportable pour lui, mais il se force à se concentrer. Il se dit qu'il faut réfléchir pour trouver la meilleure solution. Il dit aux hommes d'attendre. Il leur demande pourquoi il l'appelle sans cesse Seigneur démon. L'un d'eux lui attrape la corne,
lui demande s'il a perdu la raison et l'appelle Seigneur Démon Dantalia. À ces mots, un déclic se produit dans sa tête et il se souvient. Un RPG où les héros entreprennent un voyage pour vaincre tous les seigneurs démons. Le jeu s'appelle Dungeon Attack. Votre objectif est de sauver le monde en l'exterminant. C'est un jeu d'une difficulté extrême où l'on meurt, on réapparaît, on meurt, et on recommence. La fin du jeu est l'effondrement du monde. Quant à Dantalion, c'est un minable. Classé 71e sur 72 seigneurs démons, il est le premier à mourir. Il réalise alors que le monde dans lequel il se trouve n'est autre que le jeu et qu'il est un faible. Il se demande comment cela est possible, mais comprend vite la gravité de sa situation. L'homme lui arrache à nouveau la corne et le frappe, le projetant en arrière. Dantalion glisse sur le sol. Il dit que la situation empire. L'homme au bandana annonce aux autres que c'est l'heure et ils se mettent à rire et à crier. Dantalion comprend qu'il va mourir et reçoit un autre coup de poing. Tandis qu'il le tabasse, il se lance dans un monologue, maudissant son père et disant qu'il commençait à peine à vivre une vie confortable, mais qu'à présent, il est au bord de la mort. Sa conscience commence à s'estomper et il aperçoit quelqu'un assis à une table. En s'approchant, il reconnaît son père qui se moque de lui. Son père lui adresse quelques mots et Dantalion dit se souvenir d'une situation similaire. Il explique qu'autrefois, il avait été kidnappé par des personnes qui en voulaient à son père. C'était la 4e fois qu'il était enlevé enfant et le ravisseur s'étonne de son calme. C'est parce qu'il a atteint ses limites. Il est emmené dans un entrepôt et décide de tout miser. Le ravisseur sort un pistolet, affirmant que ce n'est pas un jouet et qu'il va le tuer. Dantalion lui dit de tirer. Il accepte le pari, si le pistolet est réel, il gagne. Il saisit la détente et lui ordonne de tirer. Si c'est un faux, il perd. Il appuie sur la détente, mais rien ne sort. La main du ravisseur tremble et il s'effondre au sol, terrifié, demandant ce qui lui prend. Finalement, il s'est rendu et il a perdu son pari. Mais cela permit à Dantalion de comprendre que celui qui survit à la fin est le plus déterminé. Il dit avoir eu un trou de mémoire. L'homme au bandana lui dit que c'est sa dernière chance. Il l'approche de nouveau et lui demande où se trouve le trésor. Dantalion répond qu'il est déjà mort ce jour-là dans l'entrepôt. Il sourit et affirme pouvoir manipuler la situation à sa guise. L'homme au bandana déclare que son silence vaut adieu. Impatient de nature, il appelle un homme chauve armé d'un marteau qui lui demande s'il est sûr de lui et comment il compte trouver le trésor. L'homme au bandana rétorque qu'ils le trouveront eux-mêmes et qu'il faut le tuer. Le chauve s'apprête à abattre son marteau, disant qu'il le regrettera dans l'au-delà. Alors que l'attaque se rapproche, Dantalion déclare qu'il va tout lui dire. L'homme arrête son coup. L'homme au bandana exulte. Dantalion serre les dents et se force à se lever. N'ayant plus que sa détermination à survivre, il affirme qu'il va leur révéler l'emplacement du trésor. Le chauve rit, disant qu'il a finalement capitulé, et se demande comment ils pourront le tuer après qu'il leur aura remis le trésor. Dantalion comprend qu'il est fichu, car il ignore où se trouve le trésor et ne peut pas indiquer une direction au hasard sous peine de mort. Il doit trouver un plan rapidement. Il s'agenouille, déclarant qu'il a été vaincu et que le trésor se trouve dans la chambre du Seigneur Démon. Cependant, il est dissimulé par magie, et le seul capable de lever le sort, c'est bien sur lui. Il lève les yeux pour jauger leur réaction et est accueilli par une lumière aveuglante qui s'abat devant lui. C'est la lame de l'homme au bandana, qui le prévient que s'il ment, il le tuera sur le champ. Dantalion acquiesce. L'homme au bandana galvanise ses hommes, qui rugissent et acclament. Dantalion déclare avoir surmonté le premier obstacle, mais que ce n'est que le début. Ils ne peuvent pas le tuer maintenant puisqu'ils ont besoin de lui, mais cela changera dans la chambre, il doit donc réfléchir à la suite. Tandis qu'il marche, Bandana lui dit d'accélérer le pas. Dantalion s'excuse. Bandana insiste pour qu'il arrête de tergiverser. Il continue d'avancer, mais Dantalion n'a toujours rien préparé. Il dit qu'ils sont armés et qu'il ne sait pas quoi faire. Il cherche du regard quelque chose d'utile et se dit que, puisqu'il s'agit de son château, il doit sûrement encore y avoir un monstre dans les parages. Bandana lui dit de continuer à avancer et réfléchit à la façon dont ils vont bientôt l'achever. Dantalion ne voit que des cadavres de monstres, ce qui lui fait comprendre qu'il ne peut pas compter sur les autres. Il se demande combien de temps il leur reste avant d'atteindre les chambres. Il dit que si seulement c'était un vrai jeu. Soudain, une idée lui traverse l'esprit et il comprend quelque chose. Il sourit en disant « les yeux de Zeus ». Il dit que, puisqu'il est dans le monde du jeu, il peut sûrement utiliser cette capacité, et une mini-carte apparaît avec des informations sur la zone.
Il a maintenant un avantage puisqu'il peut utiliser ses compétences de jeu. Bien sûr, les yeux de Zeus sont une compétence du jeu qui lui permet de tout voir aux alentours. C'est une compétence de haut niveau qu'on obtient généralement en milieu de partie, mais il y a un endroit où elle peut être utilisée très tôt, le donjon tutoriel qui enseigne les mécaniques du jeu aux aventuriers, le château de Dantalion, qui ressemble plutôt à une grotte. Il avoue avoir paniqué et n'y avoir même pas pensé. Il consulte les informations et constate qu'il n'y a plus de troupes en vie. Un heureux hasard s'ensuit, une fenêtre apparaît, indiquant qu'il n'y a plus de troupes et qu'il faut en recruter immédiatement. Il est transporté dans une dimension mentale où il est question d'un contrat avec Hadès. Il peut voir tous les monstres disponibles. Il s'étonne que Dantalion possède une telle capacité. Puis il réalise qu'il n'a que 100 libras. Agacé. Il se demande ce qu'il a bien pu faire de ces libras et comment il peut se permettre seulement 8 gobelins alors qu'il y a 10 aventuriers. Il se demande s'il peut invoquer un golem pour lancer une attaque surprise, mais réalise qu'ils sont presque arrivés à la salle. Et elle se met à cuisiner tout en consultant les informations et finit par élaborer un plan. Il estime les chances à environ 60%, mais c'est trop faible à son goût. Il ajoute qu'il n'a pas le temps de réfléchir, qu'il doit agir et que les aventuriers doivent se préparer. Il explique qu'il doit d'abord gagner leur confiance, mais qu'avant cela, il a besoin de savoir quelque chose. Il utilise une autre compétence appelée apôtre d'Aphrodite, que j'appellerai simplement inspection. On voit leurs statistiques apparaître au-dessus de leur tête et il explique comment cette compétence lui permet de voir les statistiques des gens. Il rit en disant qu'il peut tout voir. Bandana se retourne et lui dit d'arrêter de faire le pitre et d'accélérer le pas. Dantalion s'excuse à nouveau. Il commence à sourire comme un méchant, déclarant que la contre-attaque commence maintenant. La compétence inspection révèle même les statistiques cachées des personnes qui l'entourent, il peut donc s'en servir pour déterminer quelle carte jouer. Bandana lui dit encore une fois de continuer à marcher et, bien sûr, le menace pour la 40e fois. Dantalion acquiesce, mais continue de cuisiner. Il explique qu'il doit convaincre Feuille, que l'homme au bandana lui fait confiance même si cela implique de prendre des risques, et qu'il réussira sans aucun doute à les neutraliser. Ils avancent dans la grotte et Dantalion aperçoit un squelette décharné qui s'écrie « Commençons par le commencement ». Il ordonne à tous d'attendre. Perplexe, il se retourne. Feuille lui demande ce qui se passe. Dantalion s'excuse de les avoir arrêtés, mais leur annonce qu'un piège les attend dans le passage. Feuille lui demande s'il est sérieux. Dantalion confirme et explique que s'ils vont plus loin, des dizaines de flèches invisibles s'abattront sur eux et qu'aucun n'en sortira indemne. Il préfère donc procéder seul pour désamorcer le piège. Feuille lui demande pourquoi il pense qu'il le laisserait partir. Un de ses hommes lui répond que le passage est très étroit et trop sombre pour qu'ils y voient quoi que ce soit. Dantalion s'engage sur le sentier. Feuille se met à lui crier dessus, lui ordonnant d'arrêter de fuir. Mais Dantalion persiste, expliquant qu'avec ses jambes dans cet état, il ne peut pas courir et que c'est sa façon de montrer du respect. Ils sont différents des précédents aventuriers, car aucun n'a cherché à le tuer sur le champ. Il leur dit que s'ils ne le croient pas, ils n'ont qu'à le suivre, mais qu'il ne peut garantir leur sécurité. Feuille, surprise, encourage ses hommes à ne pas avoir peur et à le suivre. Mais personne d'autre n'ose le faire, et il rappelle à Lief le premier piège qu'ils ont rencontré, arguant que s'ils avaient été imprudents, ils seraient morts. Lief, agacé, leur demande s'ils sont vraiment des hommes. Tandis qu'ils se disputent, Dantalion poursuit son chemin. Plus il s'enfonce dans le sentier, plus il se demande s'il est allé assez loin et murmure « S'il vous plaît, faites quelque chose ». Il ramasse quelques flèches sur le cadavre trouvé plus tôt et les emporte avec lui. C'est ici que les choses vont commencer. Et elle serre les dents et dit « Ce n'est rien ». Puis il lève la flèche et se la plante dans la main. Il hurle de douleur si fort que les aventuriers l'entendent. Il demande si c'est Dantalion qui crie. Lief hurle, demandant ce qui se passe. Dantalion leur dit d'attendre, car les flèches continuent de pleuvoir. Un des hommes de Lief lui demande ce qu'ils doivent faire, et Lief leur ordonne de se tenir prêts, et les avertit que s'ils tentent de reculer maintenant, il les tuera. Les aventuriers semblent inquiets, mais ils sont trop terrifiés par Lief pour refuser. Ils commencent tous à avancer lentement. Lief crie, demandant où il est. Ils aperçoivent une traînée de sang et se mettent à la suivre. En avançant, ils trouvent Dantalion étendu sur le sol, une flèche plantée dans la cuisse. Ils lui demandent ce qui s'est passé, et il gémit de douleur. Il se redresse, disant qu'il a dû perdre connaissance. Lief lui demande ce qui s'est passé avec le piège. Dantalion lui dit de se rassurer, puisqu'il s'en est débarrassé.
Les aventuriers sont ravis, et Lief leur demande pourquoi il les aide, disant qu'il aurait pu se taire au sujet du piège. Dantalion rétorque qu'il l'a déjà dit, ils sont différents des autres aventuriers. Ils n'ont pas cherché à le tuer et l'ont laissé en vie. Cela l'a touché, et c'est tout. Même s'il a été touché par un piège, ce n'est pas si grave. Il retire le piège et dit qu'ils peuvent continuer. Lief commence à le respecter davantage, et on voit son affection pour Dantalion augmenter. Dantalion le remarque et se retrouve submergé de notifications, car les autres aventuriers commencent eux aussi à l'apprécier. C'est ce qu'il attendait. Il dit que ce n'est pas suffisant, mais que c'est un bon début. Dantalion dit qu'ils peuvent poursuivre leur route. Lief dit qu'il ne sait pas ce qui lui est passé par la tête, mais qu'il compte bien se servir de lui. Lief explique qu'avec sa blessure, il ne fera que les ralentir, les forçant ainsi à continuer. Il demande à l'un des aventuriers de le soutenir. L'un d'eux s'avance aussitôt et lui vient en aide. Dantalion le remercie, et Lief se met à rire, expliquant que c'est leur façon de le remercier d'avoir ouvert la voie et qu'ils peuvent désormais avancer. Dantalion dit que tout se passe bien, mais que Lief ne lui fait toujours pas confiance. Il est temps pour lui de poursuivre le deuxième acte de son spectacle solo. Ils atteignent enfin l'entrée de son château. Lief dit qu'il est plus impressionnant qu'il ne l'imaginait. Il l'ouvre aux garçons et rit, disant qu'ils y sont enfin arrivés. Puis il demande à Dantalion de lui montrer où se trouve le trésor. Une larme tombe sur le sol et Dantalion se met à pleurer. Il se demande tout ce qui se passe et lui demande pourquoi il pleure. Il leur demande de le pardonner, et il dit que cela lui a rappelé ses camarades et sa famille. Lief rit, demandant si les seigneurs démons ont des familles. Dantalion répond que oui, et qu'autrefois. Même quelqu'un comme lui avait ceux qu'il appelait sa famille. Il ajoute, jusqu'à ce jour où ils sont apparus soudainement. On le voit courir dans un couloir, poursuivi par des chevaliers. Ils bandent leurs arcs, puis tirent sur lui. Les flèches fusent, mais se plantent dans quelque chose. Il se retourne et aperçoit un ogre qui lui demande s'il va bien. Il s'est servi de lui comme bouclier humain. L'ogre ordonne à Dantalion de courir aussi vite qu'il le peut et de le laisser faire. Dantalion refuse, s'il part, il doit partir avec lui. L'ogre est transpercé de nouvelles flèches. Dantalion se met à pleurer de plus belle. L'ogre lui dit de ne pas s'inquiéter, de courir vite. Les larmes de Dantalion, qui coulent à flot, dessinent le récit de sa fuite, tandis que l'ogre les retient. Dantalion raconte à Lief et à ses hommes qu'ils sont tous morts en le protégeant. Les aventuriers, pris de compassion, expriment leurs regrets. Un des hommes de Lief confie qu'il pensait que le seigneur démon serait purement maléfique, mais qu'en le voyant pleurer ses camarades, Dantalion ne lui semble pas mauvais. Grâce à son jeu d'acteur oscarisé, la popularité des aventuriers explose. Lief affirme que c'est différent de ce qu'il avait entendu jusqu'ici. Il se souvient d'une femme lui disant que le seigneur démon était une ordure sans cœur ni larmes. Il commence à apprécier Dantalion, mais un sourire narquois se dessine sur son visage, et il déclare qu'il se servira de lui au besoin. Dantalion dit, « Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir ramené dans ce château. » C'est bien ce qu'il pensait. Ils sont tous différents de ceux qui ont tué sa famille, et peut-être que les morts leur pardonneront, mais désormais, le trésor et sa vie leur appartiennent. L'histoire se poursuit. Dantalion leur annonce qu'ils sont arrivés dans ses appartements et leur promet de leur remettre les trésors du château. Lief rit et demande où se trouve le trésor. Dantalion explique, comme il l'a dit précédemment, qu'il est dissimulé par magie et qu'il va maintenant lever le sort. Il leur demande donc de reculer. Ils acquiescent et reculent jusqu'à l'entrée de la chambre, demandant si c'est assez loin. Dantalion acquiesce et leur tourne le dos pour dissimuler son sourire. Et elle dit que tout se déroule à merveille et qu'il est temps d'apporter les dernières touches. Il sait déjà, d'après son statut, qu'il n'y a pas de trésor ici. Il ne lui reste que les 100 libras, mais si cela suffit à les tromper, c'est parfait. Il explique que dans le monde de Dungeon Attack, une libra vaut 15 pièces d'argent, et que le jeu est conçu de telle sorte que les objets et l'argent que l'on jette réapparaissent là où on les dépose. Il compte donc utiliser ce mécanisme pour peaufiner son tour. Il s'apprête à jeter ses libras, puis lève la main. Il déclare être le 71e seigneur démon qui règne sur ces terres, et que, brave héros, au nom de Dantalion, il leur accordera un trésor. Tous observent sa performance avec anticipation, et leur enthousiasme se transforme rapidement en admiration lorsque des pièces commencent à apparaître comme par magie, encore et encore, dans toute la pièce. Les aventuriers éclatent de rire, persuadés de rêver. Lief rit lui aussi tandis qu'une pluie de pièces d'argent se met à tomber sur eux.
Ils se mettent rapidement à ramasser les pièces sur le sol. Lief rit encore, affirmant qu'ils ont mis la main dessus. Mais son rire devient maniaque, et son respect pour Dantalion augmente de façon spectaculaire. Il ordonne à ses hommes de se partager le trésor équitablement. Lief rétorque qu'ils peuvent encore utiliser Dantalion et que ce serait du gâchis de s'en débarrasser maintenant. Dantalion demande s'il peut leur adresser quelques mots. Lief lui demande s'il a d'autres choses à leur donner et leur dit d'attendre un instant, le temps qu'ils assimilent tout cela. Sa popularité auprès d'eux ne cesse de croître. Il s'excuse, mais insiste sur le fait qu'il doit leur annoncer la nouvelle immédiatement. Une trentaine d'aventuriers sont entrés dans le donjon. Lief s'exclame, « Hein !» La surprise est générale. Dantalion explique qu'il a utilisé la magie pour être averti de toute entrée, mais qu'il ne s'attendait pas à cela. La panique s'empare d'eux, et Lief déclare qu'ils ne pourront jamais gérer 30 personnes. Il demande s'il existe une autre sortie du château. Dantalion baisse les yeux et répond qu'il n'y a que celle par laquelle ils sont entrés. L'un d'eux demande ce qui se passera s'ils attaquent cet endroit, affirmant qu'avec autant de monde, ils le videront en un rien de temps. Ils se mettent tous à crier et à s'inquiéter, mais Feuille reste muette. Dantalion dit avoir une idée. S'ils ne peuvent pas les éviter, ils devraient les combattre. Feuille demande ce qu'il veut dire. Dantalion demande s'il a une carte. Feuille répond par l'affirmative. Dantalion explique que sa magie ne suffit pas à déterminer leur itinéraire, mais qu'il peut servir de leurre. Feuille demande des précisions. Dantalion explique qu'avec un tel nombre de personnes, il doit s'agir d'une division militaire, et qu'ils ont probablement utilisé la magie pour pouvoir le localiser et le poursuivre. Il y a 3 chemins possibles pour atteindre la sortie. S'ils prennent un autre chemin et s'enfuient dehors, ils pourront s'échapper. Feuille commence à réfléchir à son sacrifice, mais lui demande s'il compte simplement s'enfuir et s'il bluffe au sujet des intrus. Dantalion répond que non, il ne ferait jamais une chose pareille. Et elle veut juste aider. Mais il n'a pas le temps de le convaincre. Il murmure quelque chose à l'oreille de Feuille, inaudible pour nous, mais Feuille sourit, disant qu'il comprend et qu'ils suivront sa stratégie, à condition de ne rien dire aux autres pour ne pas les contrarier. Feuille crie, leur disant d'arrêter de s'inquiéter, prenez le trésor et regroupez-vous. Dantalion dit qu'il savait que Feuille ne le croirait pas, mais que ça fonctionne quand même comme prévu. On voit les aventuriers aider Dantalion à sortir de la grotte, et il trouve que Feuille est sacrément audacieuse avec ce plan. Dantalion nous raconte gentiment la scène après qu'ils ont rassemblé le trésor. Il leur a dit qu'ils allaient se séparer en groupe et se diriger vers la sortie. Il lui demande s'il est sérieux, disant que ça n'a aucun sens. Feuille leur dit de se taire et se transforme en Nickelback, disant « Regardez cette photo. Il y a 3 chemins menant à la sortie, et ils n'en emprunteront probablement qu'un seul. Vu leur nombre, ils ne feront pas le poids, alors ils n'ont d'autre choix que de tenter leur chance. Ils ont tous l'air inquiets, et il leur dit qu'il y a 100% de chance qu'au moins un groupe survive, et que s'ils ont de la chance, les 2 s'en sortiront. Il ajoute qu'il emportera le trésor avec eux. Ils aboient, et il leur rétorque qu'il ne gardera pas le trésor pour lui seul. Un groupe partira avec Dantalion, mais c'est une chance, car s'ils survivent, ils pourront utiliser sa prime et devenir des héros. Et c'est pire pour le groupe qui a tout l'argent. Il reste inquiet. Il leur dit de faire preuve de courage, et leur demande s'ils veulent mourir comme des chiens. Il s'enquiert de leur famille restée au village, et leur demande s'ils continueront à être des lâches. Il dit qu'il les connaît mieux que ça, et qu'il veut que tout le monde survive. Ils commencent tous à s'enthousiasmer. On aperçoit le groupe de Feuille, et il se réjouit de leur naïveté. Il pensait que tout allait échouer, puis se souvient de sa conversation avec Dantalion. Ce dernier lui avait chuchoté qu'il pouvait envoyer quelques hommes avec lui pour vérifier s'il s'enfuyait, et qu'il pourrait inventer une excuse pour garder tout le trésor pour lui. Car si ce qu'il disait était vrai, certains seraient sacrifiés avec lui, et il devrait de toute façon partager le trésor avec moins de monde. Même s'il mentait, il n'aurait aucun moyen de s'échapper, c'était donc tout bénéfice pour Feuille. Feuille se remet à rire, persuadé qu'il sortirait vainqueur de tout ça. Dantalion, bien sûr, avait lu jusqu'ici et se dit que tout était parfait, comme prévu. Il est temps de passer à l'action. Il consulte le menu d'invocation des monstres et décide qu'il est temps de tous les tuer. La grotte se met à trembler violemment, et les aventuriers se demandent s'il s'agit d'une attaque d'envahisseurs. Le sol continue de trembler violemment. Une forte rafale de vent les effleure, éteignant leurs torchets. Il les laisse tomber et demande à Dantalion ce qui se passe. Dantalion couvre la bouche de l'un d'eux,
leur disant qu'il vaut mieux se taire s'ils ne veulent pas souffrir davantage. Il dégaine l'épée de l'homme, disant qu'il lui est redevable, puis commence à l'éventrer comme un poisson, tandis que les autres sont distraits par ce qui se passe devant eux. Il voit un cercle magique violet qui commence à attirer des rochers sur la paroi de la grotte et à les transformer en un monstre, qui est bien sûr un golem. Il rugit sur les aventuriers, leur inspirant la peur et peut-être la faim. Il provoque l'effondrement d'une partie du plafond sur eux. L'un d'eux crie de s'enfuir, et les rochers se mettent à tomber autour d'eux, soulevant un nuage de poussière. Lorsqu'il se dissipe, l'un des hommes voit ses amis écrasés sous les rochers. Il remarque alors qu'il en tient un dans sa main, et il se précipite courageusement et attaque le golem. Mais son épée se brise en 1000 morceaux, et il est surpris car il pensait sincèrement qu'elle fonctionnerait. Elle a déjà écrasé son ami et il s'apprête à frapper l'homme. Il le voit, mais réalise qu'il est trop tard et est transformé en une masse de chair. Le dernier aventurier assiste à la scène, mais est paralysé par la peur et reste muet. Il réalise alors que Dantalion est derrière lui et lui demande ce qui se passe, disant qu'il doit fuir. Mais on l'entend se faire poignarder, et on voit Dantalion lui enfoncer sa lame dans la poitrine. L'homme demande pourquoi et s'effondre. Dantalion répond que c'est évident. Après tout, c'est un seigneur démon. Aux côtés de Leaf, il se demande ce qu'est le tremblement de terre et si un combat a éclaté avec l'autre groupe. Il dit qu'il semble que Dantalion disait vrai et qu'il a bien joué son coup. Mais il comprend vite son erreur lorsqu'il voit Dantalion se tenir devant eux. Leaf lui demande pourquoi il est là, tandis que Dantalion lui lance un regard noir digne de la WWE. Il dit qu'il semble ne pas avoir croisé les intrus, puis demande où sont les autres. Dantalion sort sa lame et déclare que ses amis sont tous morts, sans exception. Feuille lui dit que ce n'est pas drôle et qu'il doit arrêter de plaisanter. Dantalion lui demande s'il ne peut pas accepter la réalité, affirmant que c'est exactement ce qu'il pense en ce moment. Il les a tous tués. Feuille lui dit de répéter. Dantalion rit, les traitant d'idiots. Il aurait dû voir leur tête à leur mort. Feuille commence à s'énerver et comprend qu'ils ont été dupés depuis le début. Sa sympathie pour eux se transforme instantanément en haine. Il les traite de plus bêtes que des singes, et cela le rend reconnaissant. Il veut les mettre en colère, alors il se met à rire comme un fou, leur demandant s'ils pensaient vraiment qu'un seigneur démon serait de leur côté. Feuille laisse éclater sa colère, hurlant de toutes ses forces, et ils brandissent tous leurs armes en se précipitant sur lui. Alors qu'ils se rapprochent, on aperçoit des yeux brillants derrière Dantalion, puis le golem apparaît et frappe le groupe. L'un des hommes est tué sur le coup par l'onde de choc, tandis qu'un autre est projeté contre le mur. Les survivants hurlent et le golem les frappe du revers. L'un d'eux tente de se protéger, mais se transforme en une sorte de sachet de ketchup écrasé. Leaf est toujours en vie et observe Baldi attaquer la tête du golem. Il la frappe, réduisant le golem en miettes. Il regarde Leaf et lui dit qu'il a réussi. Mais Leaf est toujours terrifié, et l'on voit Dantalion poignarder Baldi dans le dos. Dantalion remercie Leaf, affirmant que c'est grâce à lui. Leaf voit alors le golem se reformer. Sa sueur se glace. Dantalion lui explique que tuer un golem est facile, il suffit de détruire le noyau dans sa poitrine, mais qu'il faut du savoir-faire et de l'expérience. Mais s'ils étaient restés calmes et avaient travaillé ensemble sans se laisser emporter par leurs émotions, ils auraient pu gagner. Mais à présent, le rapport de force a changé. Il demande à Leaf ce qu'il compte faire. Leaf réalise qu'il est complètement différent d'avant, et que c'est le véritable seigneur démon Dantalion. Il commence à paniquer, mais se dit que ça ne peut pas se terminer ainsi. Il affirme avoir déjà vécu ce genre de situation. Peu importe ce que Dantalion va faire, il peut y faire face. Leaf laisse tomber son arme, disant qu'il est perdu et lui ordonnant de le tuer. Dantalion dit qu'il comprend et commence à s'approcher de Leaf. Leaf rit intérieurement, pensant, encore un petit peu, se demandant qui il tuerait. On le voit cacher une dague dans son dos. Dantalion consulte le menu des monstres, mais continue d'avancer. Leaf commence à s'impatienter, disant que le moment est presque venu, et commence à compter ses pas, affirmant qu'il le tuera dans quelques pas. Mais Dantalion s'arrête et dit, « Leaf, je te vois venir et je sais ce que tu manigances. » Bien sûr, on sait qu'il peut lire dans ses pensées grâce à inspection. Il se met à rire au nez de Dantalion en pointant sa lame vers lui, déclarant « Échec et mat ». Leaf se met à transpirer abondamment et s'écrie « Comment oses-tu te moquer de moi, et que ce n'est pas fini ?» Il dégaine son poignard et se jette sur Dantalion. Il affirme que c'est lui qui va mourir. Il perd rapidement son élan et s'écrase au sol. Il s'étale de tout son long,
puis baisse les yeux vers sa jambe et découvre une substance visqueuse collée à celle-ci. Il demande d'où elle vient, puis se retourne et voit Dantalion se rapprocher. Il lève son épée, mais le golem lui agrippe le bras. Il ne reste plus qu'un bruit de craquement et les cris de Leaf qui résonnent dans la pièce. Dantalion déclare que tout s'est déroulé comme prévu et qu'il n'en revient pas. Il rit et demande à Leaf ce que ça fait de voir sa fierté et tout le reste anéanti par quelqu'un qu'il croyait plus faible que lui. Qu'est-ce que ça fait d'être tué par quelqu'un qu'il considérait comme inférieur? Leaf hurle de terreur absolue. Demande où est la faute. Est-ce en tuant Dantalion plus tôt, ou en récupérant la carte auprès de cette femme? Non, c'était dès le début, lorsqu'elle a défié un seigneur démon. Elle comprend maintenant qu'elle ne pourra jamais le vaincre, car un seigneur démon est une créature véritablement terrifiante. La scène suivante montre Dantalion, perdu dans la fumée. Il aperçoit le visage de son père qui lui dit de se blinder. Son père le nargue, affirmant que quel que soit son choix, sa vie ne fera qu'empirer les choses. Dantalion agite la main, le traitant de bruyant, et lui ordonne de déguerpir. Mais elle n'entend que l'écho des rires de son père. Puis, une voix féminine s'élève, « Monseigneur ». Elle ouvre les yeux et remarque qu'elle l'a réveillé. Elle se redresse brusquement et lui demande ce qu'elle fait. Elle dit « Excusez-moi », mais il ne semblait pas se réveiller. Puis elle sort un papier et déclare qu'elle ne mâche pas ses mots, les 100 livres qu'elle lui a prêtés il y a 2 mois, plus les intérêts de 96 livres, soit 196 au total, lui sont dus immédiatement. Dantalion se demande bien ce qu'elle manigance. Finalement, il dit « Laissez-moi vous expliquer », et fait un bond dans le passé, 3 semaines plus tôt. Après avoir tué Feuille, il s'est effondré minuit intervenant et s'écroula au sol, juste sous son golem. Il soupira, se disant que c'était enfin terminé. Une autre fenêtre apparut alors, indiquant que le tutoriel était terminé. Son niveau avait augmenté, ainsi que certaines de ses compétences. Étrangement, il affichait toujours 100 livres. Il avait désormais la possibilité de choisir une compétence, mais comme le tutoriel était terminé, il ne pouvait en choisir qu'une seule, et celle-ci serait ramenée au niveau 1. Il comprit alors que c'était le véritable début. Il se demanda s'il allait devoir continuer à vivre sous l'identité de Dantalion. Il se dit que, dans la situation actuelle, rien ne garantissait son retour dans son monde, et qu'il devait donc choisir judicieusement sa compétence. Il l'examina attentivement, réfléchissant à celle qui lui conviendrait le mieux, puis choisit apôtre d'Aphrodite, ou ce que nous appelons l'inspection. Certains pourraient y voir une simple lecture de pensée, mais pouvoir consulter les statistiques était également très utile. Il la choisit et se mit à transpirer abondamment, il se met à halter en disant qu'il est épuisé, qu'il a l'impression d'être éveillé depuis une éternité. Il demande au golem de veiller sur lui car il veut dormir. À son réveil, il est dans un lit et sa chambre est dévastée. Il pense que le golem l'a amené là. Il espérait vraiment que ce n'était qu'un rêve, mais il est toujours dans le corps de Dantalion et sa mémoire est intacte. Il se résigne à vivre désormais comme un seigneur démon. Soudain, la femme de tout à l'heure apparaît dans sa chambre. Il se retourne et remarque son regard glacial. Elle s'appelle Lapis Lazuli, Lala pour les intimes. Elle se tourne vers lui, assis sur son trône, et il répète que ce n'est pas lui qui lui a emprunté de l'argent. Elle le fusille du regard et acquiesce, sans comprendre. 2 mois plus tôt, c'était bien lui qui avait emprunté de l'argent à elle et à la chambre de commerce. Elle sort le billet de tout à l'heure, voici la preuve. Il commence à transpirer, disant que ça ne marche pas et qu'il n'arrête pas de se disputer depuis une semaine. Il vient à peine de régler le problème des aventuriers que voilà qu'il doit maintenant s'occuper des huissiers. Il se demande pourquoi il doit se sortir de ce pétrin et traite Dantalion d'idiot, puis ajoute que Lala est tout aussi stupide d'avoir prêté de l'argent à un type comme lui. Il a une idée soudaine et dit qu'il a une question. Elle lui demande laquelle, et il répond que si l'argent ne peut pas être remboursé, que se passe-t-il? Elle explique que dans ce cas, il devra se déclarer en faillite. Il demande ce qui se passera s'il fait ça. Elle explique que la chambre de commerce prendra possession du château du seigneur démon. Elle ajoute qu'ils lui feront quelques demandes et qu'il n'a pas besoin de réfléchir, il doit simplement obéir. Il dit d'accord, dernière question, puis demande quel jour on est. Elle est perplexe et il commence à dégager une aura menaçante. Elle dit qu'elle ne comprend pas. Il lui redemande quel jour, quel mois et quelle année on est. Elle s'excuse pour son impolitesse, mais nous sommes le 17 avril 1505. Il réalise que la date limite de remboursement est dépassée et que si les intérêts continuent de s'accumuler, il fera faillite.
Il se met à rire, disant qu'il comprend. Il confie ensuite à Lala qu'il a une proposition à lui faire et qu'il souhaite qu'elle lui prête 10 000 livres supplémentaires. 3 jours plus tard, nous voici au siège de la firme Kunkuska. Un gobelin court à toute allure. Il s'appelle Thorkil et parvient à donner des ordres tout en courant. Il regarde sa montre et constate qu'il est en retard. Il se demande ce qui se passe pour qu'une réunion d'urgence soit convoquée. Il ouvre la porte en s'excusant du retard. À une table, un homme explique que Thorkil est en retard et que, pour les marchands, le temps c'est de l'argent. Il lui conseille donc de s'asseoir, car ils ont déjà perdu assez de temps. L'homme annonce qu'il est temps de commencer la réunion. Nous apprenons que la firme Kunkuska abrite à la fois le seigneur démon Malby, classé 5e, et Piment, classé 9e. C'est la meilleure entreprise du monde des démons, dirigée par Ivar Lodbrok, l'un des 3 derniers vampires ancestraux. Ivar annonce à tous que Lala va expliquer leur présence. Elle apparaît derrière lui, et les autres démons affichent un dégoût glacial, car elle est une hybride de succube et d'humaine. Ils demandent ce qu'une telle immondice fait là. Ivar leur hurle de se taire. Leur cul est visiblement effrayé. Ivar demande à Lala de s'expliquer, et elle révèle que Dantalion a sollicité un nouveau prêt. Thorkil, furieux d'avoir été convoqué pour une telle chose, traite Lala de bâtarde et leur demande s'ils sont sérieux. Ivar leur conseille de se calmer et ordonne à Lala de préciser le montant demandé. Elle leur annonce qu'il a demandé 10 000. La surprise est générale. Thorkil rétorque que cette somme équivaut au budget d'un petit pays. Il se lève d'un bond, sur 2 pieds à peine, et demande si une telle somme est bien réelle. Lala confirme, elle nous ramène au moment où il lui a demandé de répéter ce qu'il avait dit. Il lui demande si elle n'écoutait pas et lui annonce qu'il veut emprunter 10 000 de plus. Elle lui demande ce qu'il veut dire, car il a déjà une dette de 196. Il explique que c'est justement pour cela qu'il veut emprunter davantage. Lala dit qu'elle ne comprend pas. Il lui demande pourquoi elle lui a prêté de l'argent au départ, alors que tout le monde le considère comme incompétent. Elle réfléchit un instant, puis refuse, disant que ce n'est pas juste. Il rit, disant que ce n'est rien et qu'elle ne pensait pas qu'il serait capable de rembourser. Il voulait qu'il fasse faillite pour qu'il devienne leur toutou. Il s'approche d'elle et lui demande si c'était vraiment ses intentions, ou s'il se trompe. Elle commence à transpirer, affirmant que non. Il ajoute qu'il a une autre question. Il dit qu'elle est venue ici sur ordre direct pour lui prêter de l'argent et se rapprocher de lui, n'est-ce pas? Elle répond que non, que c'était entièrement de son propre chef. Il rit en demandant si c'est vrai et trouve amusant qu'elle l'ait dit si vite. Il lui dit qu'elle devrait lui prêter l'argent, car cela signifie qu'il devra vivre comme leur chien pour le restant de ses jours. Il lui donnerait 10 000 livres. Ça ne semble pas si mal, n'est-ce pas? Elle reste sans voix. Si elle parvenait à se faire servir d'un seigneur démon, elle serait certainement promue. Il lui relève la tête et lui demande si elle accepte. Elle saisit sa main, puis la retire de son visage en disant « Compris ». Fin du flashback. Thorkil demande pourquoi il lui donnerait 10 000 livres alors qu'il ne peut même pas en rembourser 100. Ivar dit que c'est une bonne remarque et demande à Lala de lui en dire plus. Elle répond « D'accord » et se souvient des paroles de Dantalion. Elle explique qu'il prétend qu'une peste va s'abattre sur le monde et qu'il va en créer un remède, pour le bien d'un être cher. Thorkil demande ce que cela signifie, et Lala répond que cela la concerne, puisqu'elle est sa maîtresse après tout. Lors de la réunion, tout le monde s'exclame, et « De quoi parles-tu » Elle leur explique qu'elle a tout fait toute seule. Furieux qu'une hybride comme elle ait approché un seigneur démon, ils exigent qu'on la foute dehors. Ivar, prétextant tout cela pour leur offrir un chien, et éclate d'un rire tonitruant qui fait trembler la pièce. « C'est merveilleux » s'exclame-t-il. « Incroyable !» Cette hybride lui a non seulement permis d'intégrer la plus grande entreprise du monde démoniaque, mais elle a même défié son destin de paria pour devenir la maîtresse du seigneur démon. Il rit, affirmant que si ça, ce n'est pas un chef-d'œuvre, alors il ne sait pas ce que c'est. Il explique que la firme est une méritocratie et que, normalement, il ne prêterait pas d'argent à Dantalion, mais que ce sera une exception. Il ordonne à Lala de retourner au château et de lui transmettre la nouvelle. Il lui donnera les 10 000 libras qu'il désire tant. Une semaine plus tard environ, nous découvrons Kyria, la ville des marchands. On entend un marchand demander à Lala de répéter ce qu'elle a dit, elle brandit une herbe et ordonne de toutes les ramasser sur le continent. Le marchand lui demande si elle compte vraiment embaucher autant de monde juste pour une seule herbe, surtout que ce n'est qu'une mauvaise herbe.
Lala lui répond que cela ne le regarde pas et que ce sont les instructions de Dantalion, il faut donc s'en occuper rapidement. Tandis qu'elle marche dans la rue, on aperçoit de nombreux regards lubriques qui la dévisagent, certains se moquant même d'elle. Mais passons, car devinez quoi? Un autre saut dans le temps, cette fois-ci au château de Dantalion. Lala l'aborde alors qu'il lit un livre et l'informe qu'elle a réussi à se procurer les herbes et à les entreposer dans un lieu gardé. Il la félicite. Puis elle lui demande ce qu'il compte faire. Elle lui reproche d'avoir prétendu qu'une épidémie allait se déclarer et que c'est pour cela qu'il voulait emprunter autant d'argent, mais qu'elle en a déjà dépensé 80% pour acheter des herbes sans valeur. Il rit et la met au défi de deviner. Elle avoue n'en avoir aucune idée. Il dit « Oh, eh bien », puis la félicite pour son excellent travail. Il propose ensuite de trinquer. Elle refuse et lui demande pourquoi. Il lui demande si elle refuse vraiment. Elle s'excuse et il lui dit qu'il plaisante, alors qu'elle arrête de faire cette tête. Il porte tout de même un toast, à leur avenir. Elle porte le verre à ses lèvres et boit une gorgée, puis, surprise, lui demande ce que c'est. Il se met à rire, expliquant que c'est à base de l'herbe qu'il lui a fait cueillir, et que c'est délicieux, n'est-ce pas? Elle devient aussitôt sérieuse et lui demande s'il plaisante. Il répond que non, et pour obtenir les 10 000 libras, elle a sûrement dit à la firme qu'il était devenu fou et qu'il voulait trouver un remède. Tout s'explique, maintenant. Elle est aussi perplexe que nous. Il lui demande alors la date, et elle lui répond que c'est en juin, en lui demandant pourquoi il veut savoir ça. Il dit qu'il voit, et qu'il était en juillet. Il sort son vieux stylo et se met à écrire, disant que Lala n'aura pas besoin de venir avant un moment, et qu'il veut qu'elle aille à cet endroit pour l'observer. Elle regarde le papier et dit que son écriture est illisible, et lui demande pourquoi il veut qu'elle soit là. Il rit, lui disant d'y aller et qu'elle comprendra. Il dit qu'il sait qu'elle a beaucoup à gérer, et qu'elle devrait aller se détendre. Quelques jours plus tard, dans un bain public, on la voit se déshabiller. Elle dit qu'elle ne le comprend vraiment pas et qu'elle ne se demande pas ce qu'il avait en tête. Elle passe entre des rideaux et se demande pourquoi il l'a envoyée là et ce qui peut bien se trouver ici. Elle s'assoit dans l'eau et se souvient du mot mentionnant les symptômes de la peste. Elle se met à faire des bulles en disant qu'il est impossible qu'il ait raison. Mais elle dit qu'elle se sent mal à l'aise. Puis, un imprévu survient. Elle entend un cri et accourt en demandant ce qui s'est passé. On voit une fillette dire « Cet enfant vient de s'effondrer ». On voit que la fillette allait et a de la fièvre, Lala lui demande ce qui ne va pas et essaie de lui parler. La jeune fille dit qu'elle a mal, et Lala lui demande où. Elle dit avoir mal partout. Lala lui touche le front et dit qu'elle a de la fièvre. Elle décide donc de l'emmener à la clinique. Soudain, elle remarque un hématome noir sur le cou de la jeune fille, identique à celui décrit dans le message de Dantalion. Choquée, elle entend un autre cri, et des femmes s'effondrent dans les bains publics. La scène suivante se déroule à la clinique. On y voit des ecchymoses noires, et une infirmière explique que si la patiente est encore en vie, elle doit se reposer. Lala, assise là, écoute tout cela, et commence à s'inquiéter, se disant que c'est impossible. Un homme s'approche d'elle et lui demande si elle va bien. Comme tout le monde est mort dans les bains publics, sauf elle, il lui conseille de quitter la ville. Elle baisse les yeux, se demandant pourquoi elle va bien, puis se souvient d'avoir bu la boisson que Dantalion lui avait donnée et qu'il lui avait dit qu'elle était faite à partir de l'herbe qu'il lui avait fait cueillir. Elle dit qu'elle ne veut pas l'admettre, mais c'est pourtant vrai. Il avait bel et bien prédit une épidémie. Un nouveau saut dans le temps, quelques semaines plus tard. On voit les ailes d'une fée battre tandis qu'elle porte une lettre. Elle arrive dans la chambre de Torquel et s'excuse de le déranger. Il lui crie dessus, disant qu'il a rendez-vous avec Dame Piment. Piment lui dit que ce n'est rien, que cela doit être très important, et qu'il ne doit pas s'inquiéter. On nous présente enfin une autre seigneur démon. Elle est classée 9e. Torquel s'excuse auprès d'elle. Il demande à la fée ce qui se passe. Elle dit avoir un message urgent du quartier général. Il l'ouvre en espérant que ce ne soit pas grave, puis pâlit comme s'il avait vu un fantôme, car le message annonce qu'une épidémie a éclaté et que son taux de mortalité est de 80%. Piment remarque son expression et lui demande ce qui se passe. Il bafouille, disant non. La lettre révèle que Dantalion a créé un remède mais à monopoliser toutes les herbes, et que sa valeur dépasse les 3 millions. Piment demande à le voir, et il le lui tend aussitôt. Elle rit en le lisant, et Torquel lui demande si tout va bien. Elle se lève, disant que c'est très intéressant. La scène suivante montre des éclairs dans le ciel et Dantalion à une fenêtre.
Il annonce qu'un orage se prépare, une métaphore bien sûr. Les portes de sa chambre s'ouvrent et il remarque qu'elle est revenue plus vite que prévu et lui demande si elle a pu se détendre. Et bien sûr, c'est Lala. Il lui dit qu'elle a l'air pâle et qu'il pensait que les sources chaudes étaient son truc. Elle rétorque qu'il le savait depuis le début. Il lui demande ce qu'elle veut dire, et elle lui dit d'arrêter de faire l'innocente, une épidémie a commencé à Syracuse. De plus, les herbes qu'il lui avait fait cueillir peuvent servir à fabriquer un remède. Il prétend n'avoir aucune idée de ce dont elle parle, puis se met à rire tandis que le tonnerre gronde, affirmant qu'il l'avait dit dès le départ. Elle est surprise et Dantalion répond que bien sûr, il l'aurait su. Dans le jeu Donjon Attaque, l'histoire commence en 1515, après que la peste se soit déjà propagée et ait ravagé le monde. L'épidémie avait débuté 10 ans plus tôt dans un établissement thermal de Syracuse, et il leur avait fallu une année entière pour découvrir l'herbe noire. Tout le monde la traitait comme un déchet. Lui, bien sûr, était arrivé pendant l'année de l'épidémie et avait donc décidé d'en abuser. L'idée lui était venue dès qu'il avait vu le mot de la firme que Lala lui avait apporté, c'est donc grâce à elle que tout cela a été possible. Il lui demande ce que pense la firme, et elle répond qu'ils sont en pleine tourmente et ont convoqué une réunion d'urgence. Il dit comprendre, mais pourquoi n'est-elle pas à la firme? Pourquoi est-elle venue ici? Il dit, je suppose qu'elle pense qu'y retourner la mettrait en danger. Et il sait qu'ils penseront qu'il est impossible de prévoir une épidémie, donc quelqu'un l'a forcément propagée intentionnellement. Alors, qui l'a fait et pourquoi? La seule explication qu'ils aient trouvée, c'est que Lala a séduit le seigneur démon, a fait croire à la firme qu'elle ferait de lui leur larbin, puis s'est retrouvée par hasard sur le lieu où l'épidémie a commencé, en plus d'avoir acheté des milliers de doses de l'herbe spéciale. Tout porte à croire qu'elle est le cerveau derrière tout ça, et qu'elle le sait pertinemment, raison pour laquelle elle est là et non la firme. Elle commence à reculer, effrayée, et raconte comment elle a toujours été maltraitée parce qu'elle est une hybride, et comment elle a travaillé si dur pour en arriver là, pour prouver quelque chose. Jusqu'à présent, tout avait été facile. Elle se demande qui est Dantalion, remarquant qu'il est méconnaissable par rapport à leur précédente rencontre, et se demande s'il est bien le seigneur démon qu'elle a connu jusqu'ici. Dantalion lui dit qu'il ne lui reste qu'une option, s'agenouiller et devenir sa servante. Si elle accepte, il lui conférera un véritable pouvoir en la plaçant responsable de toutes les transactions concernant le remède. Elle est complètement décontenancée, et il lui annonce que le fléau ravagera le monde et que la plupart des gens mourront. La peste ne fait pas de distinction. Même ceux qui la méprisent parce qu'elle est une hybride chercheront désespérément à survivre, et nombreux sont ceux qui veulent faire affaire avec elle. Une hybride, toujours victime de discrimination, contrôlera le destin de centaines de milliers de vies. Il lui demande ce qu'elle compte faire. Elle se dit de ne rien faire, qu'elle ne peut pas prendre sa main, mais son cœur bat la chamade. Elle reste sans voix, puis esquisse un sourire et dit « compris ». Elle s'agenouille devant lui, affirmant que sa vie lui appartient désormais, et elle lui baise la main. C'est important pour le serment, mais le texte n'en fait jamais mention. Il lui dit que puisqu'elle lui donne tout, il fera de même pour elle et lui offrira la plus belle vue. La scène suivante montre de la nourriture qu'elle pousse sur une charrette. Elle repense au serment qu'elle vient de prêter et au fait qu'une semaine s'est écoulée depuis. Elle dit à Dantalion qu'elle lui a apporté son repas, mais il ne répond pas. Elle ouvre alors la porte et découvre qu'il s'est encore enivré jusqu'à l'insomnie. Elle lui explique qu'il ne fait que lire, boire et dormir, et qu'elle ignore totalement ce qui se passe dans sa tête. On découvre enfin comment il était 6 mois auparavant, lorsqu'elle l'a approché pour servir ses propres intérêts. Elle prétend être là pour la firme et s'apprête à se présenter. Il lui ordonne de se taire, car il se fiche éperdument du nom de cette misérable et qu'il est occupé. Elle raconte qu'il était un parfait salaud qui s'est jeté sur l'argent dès qu'il l'a vu, puis elle a commencé à faire croire à des aventuriers comme Lief qu'un trésor se cachait dans le château. Elle voulait qu'il connaisse des épreuves pour qu'il vienne pleurer auprès d'elle, mais il a dépassé toutes ses espérances. À présent, il contrôle la vie de plus de la moitié du continent, et pourtant, il dort sur ses 2 oreilles. Ils ont déjà reçu des lettres de plusieurs pays concernant la vente de médicaments, et jusqu'à présent, la firme est restée silencieuse. Soudain, la scène suivante montre Thorkild demandant à Ivar s'il est dans sa chambre. Il l'invite à entrer, et on découvre une pièce remplie de choses étranges. Ivar lui dit de s'asseoir, puis lui demande ce qui se passe. Thorkild répond que ça ne peut pas être pire. La peste se propage rapidement et ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle n'atteigne tout le continent. Ivar explique que, selon leurs analyses, 30% de la population va mourir. Thorkild rétorque qu'il plaisante.
Ivar lui demande s'il a déjà raconté une blague. Ce type est allergique à l'humour, rétorque-t-il. Tous les seigneurs ont également suspendu leurs échanges commerciaux avec la firme aujourd'hui. Thorkil, surpris, frappe la table de rage. Il déclare que tout est de la faute de cette garce, puis demande ce qui lui est arrivé et dit qu'ils n'ont pas réussi à la contacter. Il est donc raisonnable de supposer qu'elle trahit la firme, car selon le rapport, Lala était présente au début de l'épidémie et elle achète toutes les herbes qui pourraient servir de remède. Il rit, affirmant qu'il n'avait pas simplement prédit une épidémie, mais qu'elle avait été créée de toutes pièces. Thorkil rétorque que cela signifie que quelqu'un l'a fait intentionnellement. Il n'est pas très futé. Ivar dit, exactement, alors qui serait le cerveau de tout ça? Ce ne peut évidemment pas être Lala, puisqu'elle n'en a pas le pouvoir. Thorkil demande alors si c'est Dantalion. Ivar répond que non, car il en est incapable lui aussi. S'il l'était, il ne se serait jamais endetté. Donc, lui et Lala sont tous deux manipulés. Thorkil demande qui serait capable de créer et de propager une maladie. Ivar dit connaître quelqu'un qui en est capable. Thorkil se met à trembler et demande s'il parle bien de la personne qu'il croit. Ivar confirme, il est le seul capable d'un tel acte, Barbato, le dieu de la magie noire et des maladies, 8e seigneur démon. Thorkil acquiesce, avouant que Barbato en serait parfaitement capable. Ils ont toujours haï les humains et déclenché de nombreuses guerres. Si la peste se propage, les dégâts infligés aux humains seront bien plus importants que ceux subis par les démons. Dans le pire des cas, l'humanité pourrait disparaître. Ivar ricane, affirmant que c'est là la véritable nature d'un seigneur démon. Thorkil rétorque que si Barbato est derrière tout ça, que fera-t-il, étant donné que la firme entretient de bonnes relations avec de nombreux seigneurs démons? S'il compte s'en prendre à un seigneur démon, il lui faudra des preuves solides. Ivar rétorque qu'il les possède. Lala et Dantalion leur fourniront toutes les informations nécessaires. Il a déjà tout prévu et ils regretteront de lui avoir tenu tête. Thorkil est stupéfait. Soudain, une femme entre dans la pièce en appelant Ivar. Il rit, annonçant qu'elle est déjà là. Il ouvre la lettre et se met à rire après en avoir lu le contenu. Il ordonne à Thorkell d'aller voir Piment et de lui rapporter ce qu'ils savent, car la seule capable de tenir tête à Barbato est Piment. Thorkell acquiesce. Étant donné que Piment et Barbato sont en froid, elle coopérera pour les arrêter. Ivar rit, indigné que ces morveux osent le défier. Il disparaît de sa chaise, impatient. Il vole derrière la jeune fille qui a apporté le message et la mort au cou, déclarant qu'il ajoutera Lala à sa collection de poupées vivantes. La scène suivante montre Lala qui appelle Dantalion pour qu'il se réveille, car c'est urgent. Il lui demande de quoi il s'agit. Elle lui annonce qu'ils ont reçu une convocation. Il est surpris, et elle aussi, car ils n'en ont jamais reçu une aussi soudaine. C'est une réunion de tous les seigneurs démons, une nuit de Walpurgie va être célébrée. La scène suivante se déroule au son d'une musique de fête, et des jeunes filles chantent. Elles ressemblent à des sorcières, elles commencent à parler de Dantalion, leur prochain client, et de la façon dont il est tombé amoureux d'une femme plus chère. L'une d'elles s'exclame, « Quel romantisme !» persuadée qu'il est un gentleman. Une autre leur dit d'arrêter de s'immiscer dans sa vie privée et qu'elles y sont presque. La scène suivante montre Lala pressant Dantalion de se dépêcher. Elle l'appelle à nouveau. Il lui ordonne de se taire. Il demande pourquoi il doit y aller et ce qu'est une nuit de Walpurgie. Elle s'étonne qu'un seigneur démon puisse ignorer de quoi il s'agit. Elle lui demande ensuite s'il y a déjà participé. Il répond par la négative. Elle conclut, d'accord. Une nuit de Walpurgie est un rassemblement de tous les seigneurs démons et de leurs fidèles. Ensemble, ils abordent des problèmes qui dépassent les frontières nationales afin de maintenir l'ordre dans le monde. Ces nuits n'ont pas d'horaire fixe et presque tous les seigneurs y assistent. Il rétorque que c'est une raison de plus pour ne pas y aller, elle le fixe d'un air incrédule. Puis elle annonce que le sujet de cette fois-ci est la peste, et que le lieu est Niflheim, où se trouve le siège de la firme. C'est donc probablement la firme qui a tout déclenché, et il détient le monopole du remède. S'il n'y va pas, ils trouveront un prétexte pour les éliminer. Dantalion se demande pourquoi les problèmes s'enchaînent, mais il est vrai qu'il serait grave qu'ils utilisent la force contre eux. Il acquiesce, disant qu'ils devraient y aller. Si c'est un lieu de discussion, ils trouveront sûrement une solution, et au pire, il a Lala. C'est pour ça qu'il a dépensé autant d'argent. Il lui demande ensuite comment ils vont se rendre à Niflheim. Il dit que c'est mieux pour la firme s'il n'y va pas, car ils trouveront sûrement un prétexte pour lui faire du mal en chemin.
Elle confirme, expliquant que c'est pour ça qu'elle a tout organisé. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. On entend alors la musique de tout à l'heure, tandis que des sorcières arrivent en chantant et en volant sur leur balai. Dantalion lève les yeux, complètement abasourdi. On aperçoit mieux l'une d'elles, puis elles atterrissent toutes. Elle le remercie de faire appel à leur service, expliquant qu'elles sont là pour l'escorter dans son voyage et qu'elles se font appeler les sœurs Burberry. Un peu perturbé, il dit à Lala qu'elles sont toutes des enfants, alors est-ce qu'elles iront bien? Elle lui répond qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture, et qu'une fois qu'une sorcière conclut un pacte avec un seigneur démon, elle cesse de grandir. Le fait qu'elles paraissent toutes si jeunes est la preuve de leur talent. Il dit comprendre. Lala rétorque qu'elles ont probablement 200 ans de plus qu'elle. Il s'excuse, puis tous, reconnaissant son impolitesse. Il leur demande de relever la tête et les remercie sincèrement d'avoir accepté sa requête, il leur assure qu'elles seront sous sa protection. Elles rougissent toutes, et Lala les fixe du regard. Dantalion lui demande ce qui ne va pas. Elle répond que ce n'est rien. L'une des sœurs annonce qu'il est temps de partir et fait apparaître un symbole magique. Une chaise se trouve sur un balai. Elle l'invite à monter. Il est un peu inquiet. Il commence à voler et elle dit « Attention, s'il vous plaît. Merci encore d'avoir choisi les sœurs Burberry. » Puis ils se remettent à jouer de la musique pendant leur trajet vers le lieu de la réunion. On aperçoit une statue de nuit, à l'intérieur de Niflheim, plus précisément sur la place d'Hermès. On voit beaucoup de monde, puis l'une des sœurs dit que ça a dû être dur de rester assis pendant 6 heures et espère qu'il tient le coup. Il répond que ça a dû être difficile pour elles aussi et leur propose de dîner avec elles pour les remercier. Elles semblent ravies, disant qu'elles seraient honorées et qu'elles connaissent justement un bon restaurant. Il lui dit de les guider et Lala lui demande ce qu'il fait. Il répond qu'il est fatigué et qu'il aimerait boire un verre. Elle a toujours l'air très sérieuse et il lui demande si elle pense que la firme va faire quelque chose. Et elle la rassure en lui disant qu'ils ne sont pas assez stupides pour tenter le coup en ville. Elle hésite encore, mais finit par accepter. Tandis qu'ils suivent les sœurs Burberry, on entend les rires et les bruits de la fête. Dantalion et les autres marchent dans la rue, et elle annonce qu'ils sont presque arrivés. Soudain, ils entendent un homme hurler. Dantalion se retourne et voit un homme se faire violemment tabasser. L'homme se plaint que l'alcool et le service sont nuls ici, et se demande pourquoi il s'embête à gagner sa vie. Il ferait mieux de disparaître. L'homme agressé s'excuse. Dantalion appelle Lala et lui demande qui est ce type devant lui. Elle lui répond que c'est Andromalius, le seigneur démon de rang 72. Il est même moins bien classé que Dantalion. Il dit qu'il se demandait à quoi il ressemblait, et qu'il le sait maintenant. Il prend une gorgée du verre d'un inconnu, puis le lève en l'air. Lala lui demande ce qu'il fait, puis il laisse tomber son verre en disant qu'il pense que ce voyage sera plus amusant que prévu. On en apprend davantage sur le contexte du jeu. Quand le protagoniste était enfant, son village fut détruit par un seigneur démon. Des années plus tard, il devint un héros déterminé à vaincre tous les seigneurs démons. L'histoire le suit, lui et ses compagnons, dans leur périple à travers le monde, 10 ans avant le début du jeu. Celui qui a détruit son village et l'a poussé à devenir un héros n'est autre qu'Andromalius, celui-là même qui tabasse l'homme dans la rue. Dantalion ricane intérieurement, se disant qu'il a encore le temps avant d'attaquer le village. On l'entend grogner de rage. Soudain, il entend un verre se briser et se retourne pour apercevoir Dantalion. Il le foudroie du regard, lui demandant ce qu'il regarde. Dantalion esquisse un sourire narquois, ce qui met Andro hors de lui. Il s'avance vers lui, lui demandant pourquoi il sourit ainsi. Dantalion demande à Lala si Andro est protégé par des hommes de main. Elle dit qu'elle n'en a pas connaissance, et qu'il passe le plus clair de son temps au casino, se servant de son statut de seigneur démon pour tourmenter les gens. Même parmi les seigneurs démons, il est considéré comme une véritable ordure. Dantalion dit qu'il comprend. Tandis qu'Andro s'approche, il s'interroge sur sa tenue. Il aperçoit Lala et comprend que c'est d'elle que tout le monde parle. Lala conseille à Dantalion de ne rien faire d'impulsif, car les conflits entre seigneurs démons sont souvent complexes. Il lui demande si elle parle de la common law. Elle confirme, ajoutant qu'un seigneur démon est supérieur à un noble. Et comme ils ne sont que 72, ils appliquent la common law plutôt que le droit codifié, afin de garantir l'ordre. Il sait pertinemment que la common law interdit aux seigneurs démons de se battre entre eux. Si ses émotions prenaient le dessus et qu'ils se battaient, il serait puni. Il dit qu'il comprend. Et lorsqu'ils se font face, on constate qu'Andro est bien plus imposant que lui. Et il lui demande qui il est, bon sang.
Dantalion réplique sèchement, affirmant que son statut lui importe peu. Son arrogance le dégoûte, et il lui ordonne de disparaître de sa vue. Andro lui demande s'il veut mourir, et il répond qu'il aimerait bien le voir essayer. Andro s'apprête à le frapper. Lala, témoin de la scène, se précipite pour l'arrêter, mais Dantalion étend la main pour l'empêcher d'intervenir. Il déclare que c'est parfait, et qu'il ne lui manque plus qu'un coup. Andro bloque son poing juste devant son visage, et Dantalion, visiblement agacé, se met à rire. Andro raconte avoir entendu des rumeurs sur un noble se mêlant au peuple et aux bâtards. Il ajoute qu'il ne s'attendait pas à ce qu'un tel imbécile prenne l'un des siens pour amant, et encore moins à le croiser ici même, Dantalion. Surpris de constater qu'il n'est pas complètement idiot, Dantalion rétorque « Et alors ?» Andro rit en disant que c'était chaud et qu'il a failli enfreindre la loi, et qu'il leur est interdit de s'attaquer l'un à l'autre. S'il n'avait pas réalisé qu'il était Dantalion, il serait tombé dans le panneau, face à cette provocation flagrante. Il voulait être frappé et il pensait vraiment qu'il allait mordre à l'hameçon. Mais tant pis pour lui, il ne l'a pas fait. Dantalion reste silencieux. Andro annonce qu'il s'en va. Il aperçoit alors Lala et lui demande si c'est elle la bâtarde qui a séduit un seigneur démon. Il dit qu'elle est jolie, mais qu'elle sent la vulgarité. Il lui touche la poitrine et lui demande comment elle a fait pour que cet idiot tombe sous son charme. Puis il lui touche le ventre et dit qu'il aimerait bien la tester au moins une fois. Elle lui ordonne d'arrêter et il fait une grimace. Il se tourne ensuite vers Dantalion et déclare que la loi du plus fort ne s'applique qu'entre seigneurs démons, donc il peut tabasser Lala. Il arme son poing et la frappe en plein visage, la faisant tomber à la renverse. L'assistance est sous le choc, et Andro affirme qu'il peut s'en prendre à n'importe qui d'autre qu'un seigneur démon sans problème. Il se met à rire de façon maniaque en disant qu'il va la tabasser, l'utiliser, puis la lui rendre point même si elle est immonde, il prendra bien soin d'elle. Mon Dieu, je le hais. Dantalion reste planté là, l'air prêt. Andro jette un coup d'œil autour de lui, demandant si tout le monde le regarde. Il déclare qu'il se fiche de savoir s'il s'agit d'une femme ou d'un enfant, égalité des droits, égalité des gauches, et qu'ils devraient tous s'incliner et s'agenouiller devant lui. Il leur demande s'ils veulent finir comme ce bâtard. Tous semblent trop effrayés pour dire quoi que ce soit, et il rit de nouveau en regardant Lala à terre. Puis il se met à la piétiner en hurlant. Elle crie de douleur et il dit que c'est jouissif. Dantalion ne dit toujours rien, et Andro lui demande ce qu'il ressent maintenant, sa maîtresse se faisant tabasser sous ses yeux sans qu'il puisse rien faire. Il rit bruyamment à nouveau, ordonnant à tous de prononcer son nom, car c'est lui qui règne sur le monde. Et il prononce son nom une fois de plus. Je le hais vraiment. Puis Dantalion se met à rire. Andro interrompt son monologue et lui demande ce qui est si drôle. Dantalion ne dit rien point et elle parle avec une telle arrogance, et pourtant il se demande combien de personnes ici le suivront. Andro lui demande quelle est cette question de mauvais perdant, ajoutant que s'ils ne le suivent pas, il les y forcera. Dantalion ricane et lui demande s'il a déjà réussi à maîtriser quelqu'un par la force. Il lui demande de quoi il parle, puis il aperçoit Lala debout, qui semble en pleine forme. Andro s'emporte, disant qu'il aurait dû rester assis et profiter du spectacle, et qu'il a envie de mourir. Lala le regarde et Andro lui demande ce qu'elle regarde avec autant de colère, puis la gifle en la traitant de sale bâtarde. Il remarque alors qu'elle n'est pas tombée et le fusille du regard. Il lui dit de ne pas prendre la grosse tête, puis la gifle à nouveau en lui ordonnant de s'agenouiller. Il continue de la frapper sous les yeux de tous, en lui demandant pour qui elle se prend. Dantalion, toujours narquois, explique que Lala vit dans les bas-fonds depuis son enfance, qu'elle est donc habituée aux coups et que les poings d'Andro ne lui feront aucun mal. Il continue de la rouer de coups, se proclamant le roi de ce monde. Dantalion s'excuse et s'empare d'un couteau, disant qu'il va l'emprunter. Lala résiste encore au coup d'Andro, et il se demande comment diable elle tient encore debout. Il déteste la façon dont elle le fusille du regard. Il entre dans une rage folle et décide de la tuer sur le champ. Dantalion l'appelle, Andro se retourne, mais il est trop tard. Il reçoit une profonde entaille au visage, juste au-dessus des yeux. Tous les autres spectateurs sont inquiets. Andro pousse un cri à glacer le sang et s'effondre sur son. Il tombe à genoux en hurlant à propos de ses yeux. Dantalion rétorque qu'il n'a pas besoin de ses yeux s'il ne peut pas voir la force d'une personne. Il cherche la bagarre. Lala lui demande ce qu'il fait, s'il se rend compte de ce qu'il a fait. Il passe son bras autour d'elle et la serre contre lui, lui disant qu'elle a bien agi et elle la serre dans ses bras et la remercie du fond du cœur. Il lui demande de tendre la main gauche.
Il explique qu'il aurait voulu lui offrir ce cadeau à une occasion plus appropriée, mais qu'elle rayonne plus que quiconque. Elle est émerveillée lorsqu'il lui passe la bague au doigt. Elle pose des questions à ce sujet et il lui dit de ne rien dire pour l'instant et de simplement regarder. Et elle lève la main de la jeune fille en disant « Peuple de Niflheim ». Il se présente comme le 71e seigneur démon et affirme que la personne à ses côtés est celle qu'il aime. Malgré leurs différences de statut et l'interdiction qui leur est faite, il l'aime et cet homme a blessé celle qu'il aime. Il leur demande si une telle injustice est pardonnable et déclare que, même en tant que seigneur démon, il ne peut la pardonner. Ils sont stupéfaits qu'il ait transgressé la loi commune par amour pour elle. Il ordonne à Lala de reculer et d'observer, car c'est là que les choses deviennent intéressantes. Il leur explique qu'ils sont tous soumis à un seigneur démon déraisonnable et leur demande combien de temps ils comptent encore se soumettre. Il leur demande s'ils acceptent vraiment cette situation et si, en l'occurrence, la justice existe, alors Andro mérite assurément d'être jugé. Andro peine à parler et leur ordonne de se taire et d'écouter. Il s'exclame qu'il est absurde de parler de jugement alors qu'ils ne sont séparés que d'un rang-point, ce n'est qu'un petit malin qui s'emporte. Il a enfreint la loi en l'attaquant. Il rit de nouveau d'un rire diabolique, déclarant que Dantalian sera jugé. Il affirme qu'ils doivent l'arrêter puisqu'il a violé la loi et que, s'ils ne le font pas, il les tuera tous. Il prétend que Dantalian n'a aucun droit de le juger. Dantalian éclate de rire et dit « Oh Andro, arrête d'être si arrogant, il se trompe complètement. » Andro lui demande ce qu'il veut dire. Alors Dantalian déclare à tous, au nom des seigneurs démons, « Je vais juger cet homme. Je laisse le verdict au peuple. » L'assistance reste sans voix. Et elle prétend que si les seigneurs démons survivent aujourd'hui, c'est grâce au peuple. Pourtant, Andro est né seigneur démon. Il ignore tout du véritable sens du pouvoir. De plus, au lieu de remplir ses devoirs, il passe son temps à boire, à jouer et à s'en prendre aux faibles. Il leur demande quel genre de seigneur démon est-ce là? Il ne se comporte absolument pas comme tel. Le monde n'existe pas pour un homme comme lui. Le monde existe pour les hommes, pour cette terre et pour leur avenir. Il se demande si un homme comme celui-ci mérite vraiment de vivre. Et maintenant, c'est au tour des véritables héros de Niflheim de se montrer. Andro lui ordonne de se taire et leur demande s'ils ne l'ont pas entendu. Il leur dit de se dépêcher de le capturer, les traitant tous d'incapables. Dantalian lui demande pourquoi il panique, disant qu'il est désespéré. Il répond que c'est parce qu'il sait déjà que c'est à cause de la petite blessure qu'il lui a infligée. Il a peur car il ne peut pas les voir. Andro lui ordonne de se taire. Sans cesse. Dantalian explique que cela signifie que si quelqu'un le tuait, il ne saurait pas qui l'a fait. Andro crie encore plus fort de se taire. Il reçoit alors un coup de poignard dans le dos. Il demande qui est là et se retourne, mais, vu son état, il ne voit rien. Dantalian pose une main sur son épaule et lui dit que tout s'est déroulé comme prévu et qu'il le remercie. Andro lui demande ce qu'il veut dire, puis entend les pas des villageois se rapprocher. Il leur ordonne de tuer Dantalian sur le champ. Il se place rapidement derrière lui et il comprend. Et elle leur dit d'arrêter de dire qu'elles doivent y réfléchir. Dantalian retourne auprès de Lala et des sœurs Burberry et leur explique qu'il récolte ce qu'il a semé, que c'est un cas classique de karma bien mérité et que c'est terminé, elles peuvent donc partir. Elle se retourne une dernière fois pour assister aux derniers instants d'Andro, lynché par les villageois. Après un moment, Dantalian dit qu'il est fatigué et annonce aux sœurs que le dîner sera pour une autre fois. Elles semblent tristes, mais lui disent que ce n'est pas grave et qu'ils devraient se reposer. L'une d'elles propose de les guider jusqu'à leur logement et il demande si l'une d'entre elles manque à l'appel. Une des sœurs se retourne et dit que c'est encore Béatrice, ajoutant qu'elle a tendance à s'égarer. Dantalian remarque quelque chose mais dit que ce n'est rien, puis annonce qu'il a une question importante pour les sœurs Burberry. L'une des sœurs se demande de quoi il s'agit et l'on voit Béatrice rire, déclarant que c'était tout un spectacle et que la prochaine fois, ce sera encore plus grandiose au sein de la firme, qui se trouve dans la même ville. On voit Thorkel marcher dans le couloir en disant que demain c'est la nuit de Walpurgie et qu'il n'a pas pu contacter Devar depuis une semaine. Il se place devant sa porte et demande s'il est à l'intérieur. N'obtenant aucune réponse, Thorkel ouvre la porte et demande s'il est rentré. Mais il constate qu'Ifar n'est pas là et se demande où il est. Soudain, on entend des rires et on aperçoit Béatrice à la fenêtre. On entend la voix d'Ivar qui vient d'elle, Thorkel lui demande s'il a bien surveillé la firme. Et elle saute alors par la fenêtre et atterrit devant un cercueil. Thorkel lui demande où il était allé. Il répond qu'il est allé voir Lala et Dantalian de ses propres yeux et qu'il les a bien observés. Thorkel lui demande s'il a découvert quelque chose. Si la réponse est non, il précise qu'ils n'en ont jamais parlé.
Mais il a été témoin de quelque chose de très intéressant place d'Hermès. Torquel demande ce que c'était. Ivar rit et dit qu'il a sous-estimé Dantalian, mais qu'il est toujours pris dans les tourments de l'amour, ce qui signifie que sa faiblesse n'est autre que Lala. Il demande à Torquel de le tenir au courant de la situation avec Paimon. Il lui dit qu'elle les soutiendra du mieux qu'elle pourra. Ivar rit en entrant dans un cercueil et dit qu'il comprend point et elle sourit, puis le referme, et une aura violette s'en dégage. On y distingue aussi des marques bleues portant le chiffre 6. Il le rouvre ensuite et redevient un vieil homme. Il dit vouloir transmettre mot pour mot tout ce qu'il a à dire à Paimon, et cela fait des centaines d'années qu'il n'a pas autant attendu le lendemain. Le lendemain de l'incident d'Andropoint la nuit de Walpurgie, on aperçoit une place et des guirlandes devant un palais. Le premier des seigneurs démons est arrivé et un carrosse somptueux s'arrête. Il s'immobilise et des serviteurs s'inclinent. On entend alors Lady Piément les remercier de leur accueil, et elle se révèle être une véritable méchante. Tous s'inclinent devant elle sur le tapis rouge, et il lui dit oui, et tout s'est bien passé. Elle rit et regarde autour d'elle, disant qu'elle ne voit rien point des visages familiers se dessinent, et elle était peut-être arrivée trop tôt. Soudain, un homme hurle que le prochain seigneur démon est arrivé, et des chevaux étrangement dessinés se mettent à galoper violemment, faisant trembler le sol. Il s'arrête et la portière de la calèche est ouverte d'un coup de pied. On entend une jeune fille se plaindre d'avoir mal aux fesses à force d'être restée assise, et elle ajoute que ça sent la prostituée avant de sortir point ses Barbato. Elle jette un regard furieux et se met à grogner contre Piément. Elle dit qu'elle savait qu'il y avait une fille facile dans le coin. Piément rétorque que ses goûts sont toujours aussi douteux et Barbato réplique qu'elle a entendu dire qu'elle était une fille de mauvaise vie. Piément lui demande si elle va se comporter comme une adulte ou non, mais comme elle a l'air d'une enfant, elle aura bien du mal à trouver un partenaire, alors elle restera immature pour toujours. Barbato déclare être prête à en découdre sur le champ. Une autre calèche arrive et l'homme leur ordonne de laisser passer le prochain seigneur démon. Un saut dans le temps nous ramène 30 minutes en arrière, on aperçoit la calèche de Dantalian et Lala dit qu'elle ne pense pas pouvoir y entrer. Il lui demande de quoi elle parle, remarquant que la nervosité ne lui ressemble pas. Il soupire, expliquant qu'un bal a lieu avant la réunion et que s'il n'arrive pas, il sera seul. Il lui demande si c'est ce qu'elle souhaite. Elle le fixe du regard et il lui demande si elle est contrariée par ce qui s'est passé la veille. Il lui avoue qu'il n'avait pas d'autre choix que de dire ce qu'il a dit et elle rougit. Il regarde par la fenêtre et elle explique que ce soir, seuls les seigneurs démons et les démons de haut rang sont autorisés à participer, et que pour quelqu'un comme elle, sa présence ici est inconcevable. Il lui demande pourquoi elle s'inquiète encore et lui dit qu'elle est officiellement sa fiancée maintenant, alors qu'elle n'ait plus peur. Qu'elle soit confiante, qu'elle sache qu'ils sont le couple le plus en vue du moment et qu'elle ne décevra pas ceux qui ont hâte de les voir. Elle rougit encore et se demande ce qui lui passe par la tête. Elle pensait que cette histoire d'amant n'était qu'un prétexte pour emprunter de l'argent et que, selon le déroulement de la réunion, une guerre pourrait éclater, bouleversant la vie de milliers de personnes. Le sujet du jour est la peste, mais vu ce qui s'est passé hier, elle risque d'être évoquée aussi. Comment peut-il donc rester aussi calme et serein? Ils arrivent enfin et regardent tous les deux par la fenêtre. Elle dit qu'il y a d'autres personnes ici. Et elle sourit, puis sort. Elle lui dit d'attendre et qu'elle y va la première. Il lui tend la main, disant que ce n'est pas grave et qu'il devrait frimer, puis lui demande si elle est prête à l'accompagner. Elle le fixe un instant, puis marche rapidement à ses côtés. Il dit que c'est froid, puis la fusille du regard. Lala lui dit qu'il y a d'autres seigneurs et ils aperçoivent Paimon et Barbato. Il répond qu'il les connaît et s'avance. Il s'incline et les salue tous deux, disant qu'il est ravi de les rencontrer, et se présente avec un sourire chaleureux. Barbato lui répond gentiment, lui disant d'arrêter de parler à cette ineptie. Il dit qu'il comprend et s'excuse, disant qu'il est encore jeune et qu'il n'a jamais rencontré de personnes aussi importantes que deux, aussi s'il les a offensées, il aimerait s'excuser. Elle fait une grimace, puis serre les dents et s'éloigne en disant que ce n'est rien. Lala est perplexe. Barbato se demande pourquoi il n'a pas peur, même en leur présence, elle et Paimon. Elle sourit et dit, alors, c'est Dantalian. Elle rit en passant devant. Piément, qui la regarde et dit, quel agaçant. Elle s'approche de Dantalian en disant qu'elle a beaucoup entendu parler de lui. Il se fixe du regard, et elle affirme que celle qui se trouve derrière lui doit être Lapis. Lala s'agenouille et se présente. Paimon lui dit qu'elle n'a pas besoin d'être aussi formelle et que ce n'est pas grave. Lala lève les yeux et aperçoit Paimon, son éventail sous le menton, qui lui dit que son visage est très beau et rit. Dantalian mijote un plan, puis déclare que personne ne peut rivaliser avec la beauté de Paimon.
Pimin trouve cela flatteur et ajoute qu'il est lui-même beau. Elle lui murmure qu'elle aimerait bien s'entretenir longuement avec lui, mais qu'elle les reverra plus tard. Il la regarde partir et il rit, trouvant la scène divertissante.